Bonjour les amis, dans cette troisième vidéo, je vous présente les résultats de ma recherche énergétique à propos du Covid. À partir de cette première question qui est essentielle, pourquoi sommes-nous si dociles? Pour cela, on va partir du mécanisme du trauma énergétique collectif. Le mécanisme du trauma énergétique collectif que nous sommes en train de vivre n'est pas une conspiration. Pourquoi? Une conspiration voudrait dire qu'il y a un petit groupe en secret qui organise le monde. Le problème, c'est que cela crée un phénomène de bouc émissaire, un phénomène de bien contre le mal et un phénomène de victimisation. Or, en énergétique, nous sommes dans un point de vue global qui donc est mécanique, dans lequel tout le monde est responsable et dans lequel on implique notre action. Il n'y a donc pas de petits groupes, il n'y a donc pas de secret, il suffit de regarder, il suffit d'ouvrir les yeux. Et il n'y a pas de bien contre le mal. On est tous participants à une chose complexe du corps psychique. En énergétique, le trauma est un choc brutal et durable qui a pour but de renforcer un système de contrôle. Ce choc est énergétique dans la mesure où il vise la désorganisation du corps réel par le corps psychique afin d'immobiliser le mouvement. Confinement. Il est politique dans la mesure où il part du troisième corps politique, mais il agit sur l'ensemble des 5 corps. À quel moment ce mécanisme de trauma énergétique collectif se met en branle? Il se met en branle à partir du moment où il y a une crise, à partir du moment où il y a une faiblesse. À ce moment-là, on répond à une crise par une crise encore plus forte. Or aujourd'hui, on assistait à une crise économique, monétaire annoncée et à une crise politique d'insurrection populaire. Le trauma à ce moment-là se met en place pour reprendre le politique par l'économique. Ou plus exactement, reprendre le politique réel par l'économique psychique, c'est-à-dire libérale. Ou comme on dit, une reprise économique oligarchique sur un corps réel populaire. Ce qu'on disait, c'est-à-dire la gouvernance privée non empathique des intérêts collectifs. La méthode, c'est de mettre la peur de la mort au centre, de la faire croître en mettant un état d'exception, puis un état d'urgence et finalement un état de guerre. Pour cela, il faut créer un ennemi. On n'avait plus l'ennemi russe depuis 1989, l'ennemi terroriste qui a été créé de toutes pièces en 2001 s'épuisait, on a trouvé un ennemi incroyable, un virus. Un virus, il est invisible, omniprésent, inconnu, incontrôlable, mortel, et en plus il vient nous attaquer, nous, pauvre humanité, sous choc et mise en état de détresse. Cette guerre contre la mort est au fond la guerre contre le changement et la nature. Cette guerre contre la nature qui a été initiée par l'homme depuis bien longtemps. Domination de l'homme sur la nature, on va dire le XVIe siècle, mais bien avant. Le capital est au fond la dernière manifestation de cette guerre, une des pires manifestations qu'on a aujourd'hui, puisqu'on arrive à une destruction totale de l'homme et de la nature. C'est ce qu'on appelle le nihilisme absolu. En augmentant la peur de la mort, on augmente la peur de la nature, on augmente la peur du corps, de son propre corps, la peur du virus, et du virus, on a peur de l'autre, on a peur de soi, on a peur de l'homme. Le mécanisme du trauma énergétique collectif est donc une institution durable de cette peur-là. Cette peur qui nous emmène à l'institution de la guerre contre tout. On a donc l'objectif. Quel est l'objectif d'une guerre? C'est de gagner. Aujourd'hui en Occident, la guerre se gagne de manière indirecte. Ça n'est plus seulement qu'on te met des balles dans la tête, qu'on t'envoie au goulag ou au camp de concentration, mais on va faire en sorte de te rendre fou, de brouiller ton esprit et de faire mourir ton corps peu à peu. La guerre avance masquée. Cela ne fait pas moins de morts, on en a de plus en plus. Et on a juste une nouvelle manière de faire cette guerre. J'ai pu déterminer 4 mesures de cette nouvelle guerre indirecte. La première mesure, c'est bien sûr tout ce qui est de l'ordre du détournement économique, les détournements économiques, chômage, etc., mais qui vont créer une misère réelle, qu'on ne va plus dire directement, mais d'ailleurs on cache souvent les chiffres, en fait qui crée une misère totale. On a l'embargo. Alors ça peut être l'embargo des pays eux-mêmes, Cuba, Venezuela, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est même l'embargo sur les personnes, notamment avec ce confinement. Donc, je ne vais plus te donner un coup de poing, mais je vais t'étrangler doucement. Troisième, la répression.
Alors là, dans la répression policière, on n'a plus les armes comme avant, où en effet on tirait directement sur les manifestants, mais on a ces LBD, ces gaz lacrymogènes, qui vont foutre en l'air tes poumons, qui vont t'amputer. Tout cela accompagné d'une répression judiciaire qui va faire des amendes, qui vont t'enlever aussi le pouvoir économique, te mettre en prison, c'est-à-dire te mettre dans une survie et une mort, mais qui est très rapide. Enfin, quatrième mesure, la focalisation médiatique. La focalisation médiatique qui va être au service de cette guerre en faisant toutes les manipulations médiatiques que l'on a déjà décrites, mais surtout en augmentant cette peur de la mort qui va permettre le confinement volontaire. Quelles sont les conséquences de cette guerre indirecte? La misère, le chômage, les différences de classe sociale, la violence exponentielle, la folie chez nos enfants, l'abandon des vieux, l'espace public donné aux mafias et aux oligarchies et les suicides en masse. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais c'est le Covid, la belle excuse. L'intérêt de la crise, c'est que les autruches que nous sommes obligés de sortir notre tête du trou pour regarder ce qui se passe enfin autour. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est les débats autour de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, on a dit c'est une belle idée, c'est magnifique, mais en fait, on a tourné autour d'une idée, autour d'un symbole, et autour d'une embuscade sémantique. Parce que l'Union européenne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller lire la Constitution. Et arrêter de faire des débats autour des miettes lâchées par l'Union européenne pour ne pas aller toucher le fond. Une fois que tu lis la Constitution, tu te rends tout simplement compte que c'est une constitution libérale fondée sur la concurrence. Quels sont les résultats de cette constitution, de cette politique? Eh bien pour ça, je vais reprendre les concepts de la guerre sur 3 plans. La guerre contre nous, la guerre contre les peuples et la guerre entre les gouvernements eux-mêmes. Ce que cette guerre européenne crée entre nous, c'est qu'avec la dérégulation de l'économie, les travailleurs détachés et les flux migratoires, on va se détester, puisqu'on voit des étrangers qui arrivent pour faire baisser le coût du travail. Comment on ne peut pas se détester après ça? Du coup, l'autre devient un ennemi, alors qu'en fait, ce n'est pas l'autre l'ennemi, c'est la dérégulation économique. La guerre contre les peuples, eh bien, on l'a bien vu, les retraites demandées par l'Union européenne, la casse des services publics dans toute l'Europe, les impôts ponctionnés pour une dette privée au service des banques privées. Et en plus, tout cela entériné par un référendum en 2005 où on dit non, mais ce n'est même pas pris en compte. Enfin, la guerre des pays de l'Union européenne entre eux. Alors, on a eu la Grèce qui a été complètement exploitée et s'est écroulée, mais aujourd'hui, on a un exemple quand même énorme, c'est l'Italie qui suit l'Espagne et le Portugal. Alors là, on va s'arrêter un peu sur l'Italie, mais on voit bien comment les fonds monétaires européens, avec derrière l'Allemagne et la France notamment, sont en train de surendetter, de continuer la stratégie du surendettement de l'Italie. Que ce soit par le MES, que ce soit par les European Bonds, ça revient au même, puisqu'on est dans un fonds d'investissement privé avec des intérêts. Qu'est-ce que ça va créer? De la dette sur de la dette, comme d'habitude. Donc l'Italie va devenir une plateforme de la mafia, une plateforme de la drogue et des jeunes qui vont se droguer de manière incroyable. Une tiers-mondialisation, voire une balkanisation, qui mène, comme on le sait, tension, guerre, suicide. Mais on peut aussi élargir le conflit européen, qui est en fait le lieu de d'autres influences plus mondiales, comme la Chine. 70% des entreprises italiennes sont chinoises et américaines. Allez voir par vous-même quelles sont les banques privées derrière la BCE et les fonds d'investissement. Ce sont des banques américaines, en grande partie. On arrive à une Europe saccagée. Au niveau de l'écosystème, mort de la Méditerranée. Au niveau du travail, destruction du code du travail. Les soulèvements écrasés. Et tout le monde confiné au nom du virus. C'est ce qu'on appelle la mort du mouvement par une immobilisation totale au nom du Dieu profit. On a la réponse à notre question. Pourquoi sommes-nous si dociles? Nous sommes si dociles parce que nous sommes en guerre depuis bien longtemps. Et donc ça fait bien longtemps que nous sommes désorganisés par cette guerre permanente, avec des moments de crise, désorganisés au niveau du corps et de l'esprit.
Cette désorganisation et cette guerre faite au niveau du profit. Ce profit qui se manifeste dans notre vie quotidienne par le consumérisme. Le consumérisme qui a pris comme valeur la consommation, c'est le bonheur. La consommation, c'est la performance au bonheur, c'est la performance à la consommation qui nous donne le rythme de notre esprit et le rythme de notre corps. Soumis à la cadence du profit, on devient passif, on obéit et on est désarmé. Notre déconnexion du réel nous désarme complètement. On passe du coup sur un mode économique. Et ça, c'est terrible, parce que le mode économique casse toute l'empathie. On retrouve ça dans nos relations intimes. On est là, on calcule ce que l'autre veut, on calcule ce qu'on voudrait de l'autre et on calcule ce que lui voudrait de nous. Avec nous-mêmes, on est dans le calcul aussi permanent. Qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on ne va pas gagner. On parle de booster notre système immunitaire. On ne pense plus qu'en mode empathique. Tout devient un objet, tout devient sectionné et tout devient un objet marchand, calculable, dont on peut gagner ou perdre. Cela a envahi tout notre espace intime, relationnel, politique, écologique et cosmique. Avec le mode économique, on coupe nos 5 corps et on les désinvestit. Le mouvement est mort. Quand on désinvestit nos corps, quand on désinvestit le mouvement, alors on rentre dans l'irréalité. Et quand on est dans l'irréalité, la vie devient un spectacle. On n'est plus là, on s'est détaché, on ne sait même plus où on est. Alors on observe tout ce qui se passe un peu abasourdi, un peu ahuri. Pour reprendre Guy Debord, quand une société et les individus de cette société se vivent comme une représentation, se vivent détachés du réel, alors, automatiquement, ils vont vivre au rythme des représentations et au rythme des médias. C'est ainsi qu'on est absorbé, noyé dans la télé, et que nous-mêmes, on prend dans nos visages, dans nos comportements, dans nos rythmes, ce que nous dit la télé. C'est assez invraisemblable de voir ça. Il fut un temps où l'art était en effet un lieu de résistance, un lieu de contre-pouvoir, un lieu d'éveilleur de conscience. Or aujourd'hui, il suit la cadence des médias et la cadence narcissique de chacun. Il s'est en quelque sorte soumis à l'idéologie dominante, à l'idéologie bourgeoise, on va dire, ou à l'idéologie confinée, à l'idéologie conformiste. C'est pour ça que c'était très rigolo. Quand ils se sont réveillés au moment des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ont répondu les Gilets jaunes? Trop tard. En fait, ils étaient bien gentils, les Gilets jaunes, de dire trop tard, parce que c'était juste, on se rendait compte à quel point l'art a été compromis dans ce rythme du spectacle, de l'irréel, de la non-empathie et du profit. Pour nous artistes, ça a été un véritable choc de se rendre compte que l'on s'est soumis complètement au rythme des médias et à l'idéologie dominante. Nous sommes devenus des fonctionnaires, des éducateurs au service de la dépolitisation et au service de la déréalisation. Avant, on avait le bouffon du roi, maintenant on a l'intermittent du bourgeois. Tout ça pour servir l'immense ministère de la culture et de la communication. Le problème des subventions privées et publiques, c'est qu'ils nous donnent l'argent à nos artistes, et nous, dans notre grande naïveté, on se dit on prend l'argent, on va pouvoir dire ce qu'on veut avec cet argent. Mais en fait, pas du tout. Derrière, ils te donnent les subventions en fonction du discours que tu vas faire. Et nous, inconsciemment, on va s'adapter à ce discours pour avoir l'argent. Du coup, dans ce système qui est aussi encerclé par l'idéologie du profit et du narcissisme, que tu sois autonome économiquement, que tu ne sois pas autonome économiquement, tu vas dire la même chose. J'ai une petite citation à vous proposer qui montre très bien comment les médias, le système éducatif et l'art sont tous soumis au rythme du profit et du producteur. Il s'agit de La société ingouvernable de Grégoire Chamaillot. Robert Malotte, grand patron de l'industrie chimique, souligne pour sa part l'avantage qu'il y aurait à accroître la dépendance des universités aux fonds privés. Le donateur philanthrope pourrait alors évaluer le contenu, les programmes, avant de décider s'il sort ou non son carnet de chèques, sachant qu'il est facile, même sans être un spécialiste,
de s'assurer si un cours présente ou ne présente pas les vues conservatrices. Infantilisé, affaibli, désarmé, en état de survie et de dépendance extrême, on signe pour notre maltraitance. On croit encore que nos gouvernements nous protègent. Et c'est ici qu'il y a le thème énergétique le plus important, c'est-à-dire celui de la protection, celui de la sécurité. C'est là qu'il y a notre responsabilité énergétique profonde. Si on ne se donne pas les moyens de sortir de cette croyance verticale qu'une transcendance va nous protéger, on n'arrivera jamais à sortir du système de domination. Que ce soit une croyance en Dieu, que ce soit une croyance en l'État, que ce soit une croyance en l'individu tout-puissant, que ce soit une croyance dans les gouvernements, on sera toujours dépendant. Le passage énergétique, il est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de transcendance. Je dirais même la transcendance, la croyance dans le collectif qui va nous sortir, elle n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose de très profond à faire avec soi-même. Rien ne nous protège. Rien de ce qu'a construit l'humain ne nous protège. Ce qui nous protège, c'est précisément la connexion au tout, la connexion au mouvement. On sait bien que cette protection est un mécanisme psychologique très intime qui vient du rapport avec nos parents. Nos parents essayent de nous protéger, font tout leur possible pour nous protéger, et il y a une certaine empathie entre nos parents, entre les parents et les enfants. C'est cette empathie que l'on voit projetée sur les gouvernements et sur laquelle ils jouent. Sauf qu'on peut imaginer une empathie avec les parents, mais avec les gouvernements, il n'y a aucune empathie. Une protection sans empathie ne sera jamais une protection. Donc déjà, qu'avec les parents, la protection contre la mort, elle ne se fera pas malgré toute l'empathie, puisque cette protection contre la mort nous dépasse. Mais alors en plus, imaginez une protection contre la mort de la part de gouvernements sans empathie, là on dérive dans la folie, on est dans l'infantilisme. Donc quand je dis il s'agit de se détacher de toute transcendance et de toute protection humaine, c'est pour rappeler qu'au bout du compte, cette ultime protection contre la mort, on ne l'aura jamais. Il faut revenir à ça, on ne l'aura jamais. Mais parce qu'il s'agit-il de se protéger contre la mort, il faut au contraire intégrer la mort dans la vie. Et à ce moment-là, on retrouve son instinct vital. Et aussi son instinct vital de protection. Ce passage énergétique est extrêmement personnel et il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune recette pour arriver à faire ce passage très intime. Ce serait très prétentieux de dire que vous allez accéder à la compréhension de la vie et de la mort, à quel point ce sont des mutations. Ce serait très prétentieux de dire qu'on a une recette, que quiconque a une recette. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut un certain courage. Il faut un certain courage pour revenir au réel et se remettre en face de cette mort, de la mort réelle, et non pas de la mise en scène pandémique avec le virus qu'on est en train de vivre. Notre relation aux médias et à l'information est un très bon exemple de notre relation intime à la protection. Si on voulait vraiment sortir du l'irréel pour se connecter au réel, il faudrait alors arrêter notre rythme de vie, sortir de la saturation permanente pour faire un pas de recul, sortir des médias et chercher de l'information. Parce que l'information, la bonne information, elle va être forcément recouverte d'une énorme formation de mainstream. Donc ça veut dire aussi se concentrer, faire une recherche ou demander à ceux qui veulent. Donc il y a sortir de sa zone de confort. Une fois qu'on sort de sa zone de confort, alors là, on va assumer une information dure, notamment celle qu'en fait, il y a énormément de manipulation, que ailleurs et ici, ça ne se passe pas très bien. Il y a une crudité de ce qui se passe aujourd'hui, une crudité qu'on veut éviter, cette crudité de la reconstruction de l'information qui en plus la refait. Cette crudité, il faut pouvoir l'assumer. Et là, c'est le troisième moment qui est difficile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller à l'impuissance. Parce que quand on est devant cette crudité et cette cruauté, on se laisse aller à l'impuissance. Sauf qu'on est impuissant tant qu'on est seul.
Donc c'est un très beau message. À partir du moment où on est plusieurs à penser, à se rendre compte de quelque chose, il y a une force qui se fait. Quand une force se fait ensemble, qu'est-ce qui se passe? On sort du corps psychique et on rentre dans le corps réel politique qui va à ce moment-là ressurgir dans nos corps relationnels et dans notre corps intime. Sauf que 50 ans au moins de dépolitisation, de vénération au Dieu profit, ont créé chez nous un détachement. Un détachement qui est devenu une norme. Le détachement est devenu la norme, le spectacle est devenu la norme. Et toute critique, toute dissidence, toute pensée alternative va être mise de côté. Voire aujourd'hui, qu'on est soi-disant en guerre, va être dangereux, considéré comme un ennemi à l'instar du virus. Au contraire, tout sacrifice et obéissance à cette norme va être considéré comme héroïque. J'ai pu distinguer 5 types de normopathie. Le saturé, le cynique, le moraliste, le fataliste et le Walt Disney. Alors, le saturé, c'est celui ou celle, tout âge confondu, toute classe sociale confondue, qui n'a pas le choix que de suivre le rythme fou de ce libéralisme. Devoir être, performance, image, survie économique. Alors pour le pauvre, ça va être beaucoup plus dramatique, évidemment. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va aboutir à pas le choix. Un pas en arrière, société spectacle. Le cynique, lui ou elle, va prendre une analyse rationnelle, va faire une généralisation abusive du passé, du présent, ça a toujours été ça, que ce soit vrai ou pas, et va se détacher de ses émotions. Empathie, fini. Conclusion, détachement, spectacle. Le moraliste va se focaliser sur l'obéissance. Le bien, le mal, ce qui est bien, ce qui est mal, et ne va jamais interroger le fond du problème. Mais se concentrer sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, détachement aussi, mais cette fois-ci avec obéissance. L'impuissant va considérer qu'on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a plus rien à faire, et donc va rester dans son individualisme. Toujours, l'impuissant, il est toujours très individuel, il ne va même pas penser qu'on peut faire quelque chose en groupe, tous ensemble. À ce moment-là, je ne peux rien faire, détachement, résignation. Enfin, le Walt Disney, mon préféré, va considérer que la réalité, c'est beaucoup trop dur. La réalité, il faut s'en échapper, c'est la fuite, c'est l'évasion. Alors là, on a tout type d'évasion. Ça va de Netflix, en passant par le yoga, la spiritualité, le yoga maison, la drogue, Enfin bon, il y en a tellement que je ne saurais même pas dire qu'en tout cas, c'est toujours, je fais un pas en arrière et je me détache. Cette normopathie générale aboutit à une rupture d'empathie. Donc une rupture des 5 corps, une immobilisation du mouvement. Qui dit immobilisation des mouvements et désensibilisation veut dire renforcement du système d'obéissance. Renforcement du système d'obéissance, ça veut dire renforcement du corps psychique et donc de la politique institutionnelle. On monte comme ça, tous ensemble, on monte et on fait grandir la psychosphère. C'est ainsi qu'on aboutit à nous, tous ces petits individus, qui sont complètement fous, complètement psychotiques, complètement pris dans leur phobie et, comme on dit, hypochondriaques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette crise du corona fonctionne si bien. C'est qu'on est devenu psychotique, hypochondriaque. Et là, je voudrais vraiment m'arrêter dessus parce que cette phobie, cette psychose crée un phénomène d'anesthésie ou de dramatisation. Et alors là, on va rentrer vraiment dans le domaine de l'énergétique. Je me fais une blessure, ça saigne. L'homme d'aujourd'hui va dire « Oh, c'est affreux, je me suis coupé les 2 bras. » Dramatisation. En même temps, il a un cancer, il ne le sent même pas. Anesthésie. Le destin de l'homme moderne, c'est aujourd'hui d'être pris en même temps, simultanément, dans la dramatisation de ce qu'il peut voir et de l'anesthésie de ce qu'il ne voit pas, mais qui est beaucoup plus grave. Du coup, son rapport à la douleur va être complètement déboussolé. Ça plaît, il va avoir un mal énorme, parce que son corps psychique va l'augmenter.
Donc il va hurler, mon Dieu, mes deux bras sont partis, je saigne, j'ai mal. Il va avoir vraiment mal. En revanche, le cancer qui est en train de croître en lui, il ne va pas du tout le sortir. C'est le principe du virus. Oh, la pandémie, c'est atroce, j'ai eu 15 jours de fièvre, je vais mourir, on est à 10 000 morts. En même temps, tu ne te rends pas compte qu'avec la 5G, on est en train de faire 1 milliard de morts, avec le nouveau cancer qui est en train de se mettre en place. Cette anesthésie, on l'a aussi dans le corps 2, c'est-à-dire le corps relationnel. Par exemple, on descend dans la rue, on va penser que notre voisin ou la personne qui est dans la rue est porteuse du virus et on va avoir une réaction excessive envers lui. On va s'écarter, on va avoir même des gestes de peur, mais on va être anesthésié au gouvernement oligarchique qui met en place cette cage. C'est exactement pareil. Donc, notre voisin, on va avoir une peur complètement démentielle. En revanche, ceux qui sont en train de mettre la 5G, on ne va même plus les voir. C'est exactement ce que Nietzsche disait du dernier homme. Là, je vais vous prendre une petite citation que j'avais notée quand j'étais en première, que j'avais adorée, de Ecce Homo, que j'ai réécrite moi-même. La terre est devenue petite, et sur elle clopine le dernier homme qui rapetisse tout. Inépuisable dans sa reproduction, le dernier homme vit le plus vieux. Voici donc ce dernier homme, complètement paralysé par les compromis au marché, et qui n'a plus aucune originalité, plus aucune imagination à ce qui pourrait concerner un nouveau monde, un autre monde. En plus, il a assimilé que vivre vieux, c'est le progrès, au lieu de penser qu'il faut vivre mieux, et que vivre mieux, tout dépend de ta liberté. Si tu vis libre, tu vas vivre mieux. Il a tout centré sur sa longévité qui dépend du système médical. Le progrès du système technologique, du système du progrès. Du coup, il fait de son existence une médicalisation de l'existence. Et sa vie devient un protocole, des protocoles médicaux et juridiques, jusqu'à arriver à un confinement. Il vit sa vie comme un devoir, encerclé par la peur de la mort, dans ses phobies hypocondriaques. Et là, j'ai une autre petite citation de Nietzsche, cette fois-ci prise de Zarathustra. Alors, le jour, le dernier homme a son petit plaisir. La nuit, le dernier homme a son petit plaisir. Mais de jour comme de nuit, il vénère la santé. Le thème de la santé chez Nietzsche est très important parce que pour lui, la grande santé, c'est exactement le contraire. C'est par la santé médicalisée que l'on va pouvoir soumettre l'humain. On pense qu'elle nous protège. On pense que le système médical nous protège de la mort et de la douleur. Cette santé médicalisée nous a complètement rendus dépendants. Cette vénération de la santé médicalisée nous a amenés à vénérer depuis des années notre propre confinement, c'est-à-dire nous a amenés à vénérer notre prison. Nous voici prisonniers dans notre corps, dans ce corps lui-même sectionné. Le corps 1, on ne se ressent plus. Le corps 2, on ne ressent plus les autres. Le corps 3, on s'est détaché du politique. Le corps 4, on a effacé la nature. Le corps 5, on a effacé les forces, on ne les ressent plus. Conclusion, le mouvement s'est immobilisé. Quand le corps est ainsi sectionné en lui-même, on tourne en rond dans un décor. Alors ça peut être dans le premier corps, on est obsessionnel sur le sport, sur le yoga, sur le centrage de soi, le super-ego individu qui pense qu'il est détaché de tout. Sur le deuxième corps, on peut être complètement obsessionnel sur une relation amoureuse, par exemple. Dans le corps 3, le corps politique, alors là, on peut retrouver les militants qui ne pensent plus qu'à la politique, qui ne se rendent même plus compte de leurs propres sentiments, et ça devient hyper égotique et dogmatique. Dans le corps 4, alors là, les militants écologiques, ils sont incroyables, parce qu'ils ne parlent plus d'écologie sans se rendre compte qu'on est dans un système global, et que c'est complètement relié au travail humain, par exemple. Le corps 5, on a les espèces de religieux, de spiritualito, énergético, New Age à deux balles. Un seul corps manque et la psychose rentre. Ce que cette crise révèle, c'est notre volontariat à l'incarcération, notre docilité aux confinements arbitraires avec des virus dramatisés. Cette incarcération répond exactement aux analyses de Foucault dans Surveiller et punir.
Nous avons un rythme disciplinaire qui définit combien de temps on doit sortir et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là. Nous avons un espace disciplinaire avec la circonscription de notre espace et les zones interdites. Nous avons l'espace de surveillance disciplinaire, aujourd'hui à la fois humain, les voisins, les délations, et technologique, avec les drones, les caméras de surveillance, maintenant les smartphones, les hélicoptères. Enfin bon, ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'on a réussi non seulement à mettre ça sur les individus, mais aussi à mettre des peuples entiers en incarcération. C'est la victoire du libéralisme démocratique sur les peuples et les individus, c'est la victoire de la peur de la mort sur la joie de vivre, et c'est la victoire de la mise à mort sur la liberté de vivre. Maintenant, on va voir l'impact de cette victoire, de cette défaite de la vie, sur les 5 corps. Le corps 1, le corps intime, l'impact positif. C'est le temps pour soi. On a enfin le temps pour soi. On a enfin le temps de se reconnecter à des choses qu'on aime. On a enfin le temps de faire un pas de côté. On a le temps de prendre soin de soi. On a le temps de respirer, de sortir du rythme de saturation, de faire de la musique, pour certains de faire de la peinture, d'écrire ou juste de s'informer. Impact négatif, montée de toutes les maladies nerveuses et psychologiques. Crise de panique, dépression, angoisse, phobie, hypocondrie, avec les gens qui se prennent la température 20 fois par jour. À quoi ça va aboutir? Prise de médicaments. Ce qui va faire encore plus une léthargie. Les vieilles personnes qui étaient déjà seules se retrouvent encore plus seules. Là, c'est un virus modéré. Imaginez quand on aura un virus plus fort. Comment on va réagir? Déjà, là, c'est la catastrophe. Ou même une canicule. On ne saura même plus quoi faire. On va tuer tout le monde. Il y a aussi tous les problèmes liés à l'immobilisme, les maladies de l'immobilisme, l'obésité, le diabète, tout ce qui concerne les poumons. Les poumons, il faut les embolies, il faut les faire agir, les poumons. Il y a quelque chose qui est complètement contradictoire. On a peur de maladies de poumons, mais là, on affaiblit nos poumons. Il y a aussi le système blob. Ce que j'appelle le système blob, c'est vidéo game, télé, porno et BFM. Léthargie, léthargie du cerveau. Il y a aussi pour les jeunes, tous les petits projets qui tenaient à rien, là, ils s'écroulent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ne peuvent pas tenir. Pour les jeunes, ça veut dire no future. Mais on a aussi quelque chose de terrible, c'est qu'on nous habitue à la surveillance. On nous habitue à l'état de guerre. Et ça, il n'y a rien de pire en énergétique que de mettre un climat permanent d'urgence et de guerre. Ça veut dire que notre système immunitaire va s'affaiblir, notre système psychologique va devenir fou, notre hostilité entre les uns et les autres va monter. Et ça va accroître la violence d'une manière incroyable. En énergétique, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que ça va faire une contre-énergie. C'est-à-dire que comme tout ça se passe juste entre vos 4 murs, et que ça ne sort pas, que ça ne va pas se relationner avec les autres, eh bien ça va revenir en vous et vous rendre fou. Impact positif dans le deuxième corps. Eh bien on se rend compte qu'on a besoin des autres. On n'en peut plus là d'être tout seul à tourner un rond entre 4 murs. Donc ça c'est génial de se rendre compte qu'on a besoin des autres. Et puis on se rend compte qu'on a besoin de toucher. On a besoin de toucher les autres. On a besoin d'être touché. C'est fondamental de se rendre compte des limites du virtuel. Ça, il faudra s'appuyer dessous. Pour ceux qui ont des familles, la joie d'être avec ses enfants. La joie, enfin, de donner du temps à ses enfants. Mais aussi bien pour les mères que pour les pères aujourd'hui. On redécouvre ses enfants. Ça veut dire que tout ce temps de travail, tout ce temps d'aliénation, on le donne à de l'amour. Mais on se rend compte qu'on n'a plus envie de travailler. Vous allez voir qu'il y en a plein qui vont avoir un mal de chien pour aller retourner travailler, à des choses qu'ils n'aiment pas, ou même s'ils aiment, à des rythmes qu'ils n'aiment pas. Corps 1, on a eu le temps pour soi, corps 2, on a le temps pour l'autre. L'impact négatif, c'est bien sûr la peur de l'autre. On le sait très bien, quand on sort de la maison, on a peur des autres. Mais quand on rentre à la maison, qui est censé être un lieu sûr, il n'est plus du tout sûr ce lieu. Avec un climat extérieur et intérieur comme ça, l'atmosphère de la maison devient folle. Donc évidemment, la violence monte. La violence à l'intérieur de soi et la violence faite sur l'autre.
qui peut aboutir à des violences physiques. Physique qui va être évidemment sur les femmes et les enfants. Mais il faut bien avoir en tête que c'est une violence globale. Il faut faire bien attention, quand on va dénoncer ces violences-là, de ne pas se concentrer sur les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est une violence globale. On nous a tous mis dans une cage. Quand tout le monde est en cage, tout le monde devient fou. Et en plus, il n'y a aucune structure pour récupérer cette violence. Le mec qui veut sortir parce qu'il n'en peut plus, il sort, il se fait arrêter par les flics. Qu'est-ce qu'il fait? Ou même, il voudrait parler, sortir et parler à quelqu'un en vrai. Ça n'existe pas. Les femmes, pour les accueillir, qu'est-ce qu'on a comme structure d'accueil? On n'a rien prévu pour ça. Et les enfants, c'est encore le pire, les enfants. Ils subissent ça de plein fouet. Ils subissent à la fois la folie de ne pas être avec d'autres enfants quand on a des mamans isolées ou des papas isolés. Et en plus, ils subissent la violence, soit physique, soit d'atmosphère. Et l'atmosphère, en énergétique, on sait que c'est l'essentiel. C'est-à-dire la violence physique, elle vient quand une atmosphère est dramatique. Donc tout se joue dans l'atmosphère. Ça va faire rehausser le télétravail. C'est-à-dire tout est coupé avec les autres. Du coup, hop, on se concentre sur soi et on se déréalise. On rentre encore dans le virtuel, ce qui va faire évidemment la joie des GAFA. La joie du contrôle. Donc la technique est en train de s'enraciner dans notre corps au détriment des relations. Impact positif dans le corps 3. Ben on l'a dit, on ne se fait plus du tout prendre par la rhétorique politicienne. Union européenne, ha ha ha, des unions européennes. Les classes sociales, ça avait disparu, ha ha ha, elles sont en train de encore plus s'éloigner. Les grandes promesses, maintenant on peut nous faire des grandes promesses, c'est incroyable comment on arrive à nous faire des promesses, puis les actes c'est complètement différent. Donc on a beaucoup de prise de conscience des méfaits du libéralisme, notamment avec, on a cru que le privé et le public c'était très différent. Là on se rend compte à travers les industries pharmaceutiques, des conflits d'intérêts énormes au sein même de la haute administration. On se rend compte aussi de la violence d'État. La violence policière continue. La violence dans les banlieues continue. Et nous, les Gilets jaunes, on l'a découverte et on voit qu'en fait, ça se perpétue. Autre aspect positif, on s'aperçoit qu'on a besoin du groupe. Qu'en groupe, on ne peut rien faire. En fait, que tout seul, on ne sortira pas de nos quatre murs, qu'on a besoin du groupe. Ça, ce sont des sensations à ancrer en nous. C'est des sensations très, très importantes à ancrer en nous. Enfin, il y a des solidarités qui se mettent en place. Alors, les solidarités qui se mettent en place, là, les présidents essayent de nous dire, c'est l'union nationale qu'on a décrétée, mais ça s'appelle de la récupération, personne n'est dupe. On sait bien que c'est devant l'urgence qu'on essaye de faire une solidarité due aux défaillances d'un système. Dû à une politique même d'un système. Donc tout ça, ça va être des sensations à ancrer très fortement en nous, parce que là, ce sont les sensations du corps réel. Les impacts négatifs. Alors, on a déjà dit, être habitué à la surveillance générale et à la présence militaire et policière. Ça, évidemment, ça rend notre espace tout petit. Mais ce qui est pire, c'est qu'on va nous habituer à des confinements à l'improviste. Évidemment, tout va être prétexte à nous confiner quand besoin est. Et nous, on risque d'accepter la disparité des classes sociales. C'est en train de se morceler. Alors on les voit énormément avec les sans-abri, avec les immigrés, avec les banlieues. En fait, ça ne fait que creuser ça. Une autre chose qui est terrible, ce sont les EHPAD. En fait, là, on s'aperçoit de la catastrophe des maisons de retraite. Cette crise, elle ne fait que révéler ce qui est là depuis longtemps, avec la gestion opaque de ces EHPAD, et qu'on n'aille pas croire que c'est le coronavirus qui est la cause de la gestion horrible de nos maisons de retraite et de nos vieux, de nos parents qui meurent. C'est criminel, là, ce qui se passe. Le cas social, je l'ai beaucoup vu dans le thème de l'éducation. Il y a ceux qui ont l'espace, ceux qui ont assez d'ordinateurs, et ceux qui ont une bonne connexion Internet, et qui ont déjà une formation pédagogique. Ben voilà, ça c'est la bourgeoisie. Et puis vous avez ceux qui n'ont pas d'espace, vous avez ceux qui ont moins d'ordinateurs, donc où ils doivent choisir quel enfant va pouvoir apprendre ou pas, qui ont une mauvaise connexion Internet, ce qui va faire tout ramer, et qui ne peuvent pas se transformer du jour au lendemain avec leur programme online à expliquer ce qui se passe. Là, on est vraiment devant une inégalité énorme. Et à Marseille, on le voit directement entre les quartiers nord-sud, et même ceux qui se sont enfuis à la campagne,
qui font ça en toute joie. Oh, mais c'est très sympa le confinement, on a l'espace, on est dans nos jardins et on apprend à nos enfants à faire le programme scolaire qu'on nous a dit. Impact positif du corps écologique. Alors évidemment, on a un air pur. C'est quand même extraordinaire de ne plus avoir d'azote en permanence dans les systèmes respiratoires. L'eau est claire, on a envie de se jeter dedans, alors que l'année dernière, on se prenait des virus dans l'eau. Les poissons reviennent à Venise. Les zones rouges, vous savez, là on voit sur ces cartes tout ce qui était thermique, les zones thermiques très fortes. Hop, ça a baissé, ça redevient des zones vertes. Ce qu'on voit, c'est quand même la rapidité de la nature à reprendre le dessus. Ça doit nous donner de l'espoir. Ça doit nous donner envie de défendre un rythme entre la ville et la nature beaucoup plus harmonieux. Il ne s'agit pas de faire disparaître la ville, c'est complètement absurde. La ville, c'est un condensé de nature, tout simplement. C'est juste qu'il faut revenir vers une harmonie. Bref, cette pollution qui s'en va, ça fait du bien à tous. Alors, on s'est beaucoup posé la question, est-ce que le virus, il est de main humaine ou il est de main naturelle? Mais là, en fait, ça n'a plus aucune importance. Parce que s'il est de main humaine, à cause des bandes d'ARN qu'on a trouvées du sida, ou de main naturelle, de toute manière, la nature, aujourd'hui, elle répond aux méfaits de l'homme. On le voit dans les allergies. Les semences, pour passer, elles sont obligées de s'entourer d'armures pour passer la pollution. Donc, que ce soit fait dans les labos, que ce soit fait en fonction de la pollution, ça revient au même, c'est de main de l'homme. C'est donc tout notre mode d'existence qui crée cette pollution. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir sortir de ces discours de bio-management, de consommation responsable. S'il s'agit d'un mode d'existence, ça va concerner la production, la distribution et la consommation. D'ailleurs là, on est tous confinés à assister à un mode de production qui se régénère pour faire encore plus de productivisme. Du coup, tous ces discours centrés sur la consommation, sur les consommateurs, le tri sélectif, vous lavez pas trop avec l'eau, on voit bien compte que ça n'a pratiquement aucun impact. Aucun impact, puisque là on va augmenter de manière incroyable la production de pesticides, de 5G, de tout ce que vous voudrez. Il faut arrêter ces discours encore de remettre sur le pauvre consommateur responsable alors qu'il n'est qu'un petit maillon dans la chaîne énorme, et donc du coup, enfin on va pouvoir comprendre que c'est tout un mode d'existence qu'il faut remettre en question. J'espère que ça va nous faire prendre conscience qu'il faut arrêter les luttes partielles. Les luttes entre les écolos et ceux qui travaillent, entre ceux qui sont à la campagne, ceux qui sont dans la ville, entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Cette prise de conscience écologique peut nous aider à avoir une prise de conscience globale et arrêter nos luttes partielles et s'investir ensemble dans une lutte globale contre la gouvernance privée. L'impact négatif. Alors on est là à se dire c'est formidable, les girafes sortent, les kangourous sautent et les poissons volent. Mais on ne se rend pas compte que pendant ce temps, on est en train d'installer la 5G. Et la 5G, il n'y a pas pire pour mettre le chaos dans le système cellulaire de tous les êtres vivants. En fait, on est là dans un moment boomerang, dans un moment où tous les contrats se passent. Tous les contrats sont en train de se passer. En fait, on prépare l'avenir, je veux dire, les gouvernements mondiaux privés sont en train de préparer l'avenir pour les pires contrats du monde. C'est comme les rémissions dans le cancer. À un moment, ça va mieux, pour repartir de plus belle. C'est l'effet boomerang. L'impact positif pour le corps 5, le corps lié aux grandes forces. Eh bien, c'est ça. C'est vrai que ce moment d'arrêt nous permet de sortir de ce que Aristote appelait le monde sublunaire, c'est-à-dire centré sur l'homme. C'est vrai que c'est un temps de pause pour ressentir à nouveau la gravité, par exemple, ou les grandes forces de l'univers, les grandes forces du mouvement. Et c'est aussi le moment crucial pour se rendre compte que ce corps psychique est comme une toile d'araignée qui est en train de étouffer notre petite planète. C'est le grand pas de côté. Ah, je me rends compte, le corps psychique qui crée la psychosphère, et donc j'ai envie de retourner dans ces grandes forces qu'on appelle l'énergie primordiale et le mouvement. Donc là, c'est ce moment, la vraie méditation, elle est là. Elle est dans ce ressenti qui n'apparaît pas en méditant Om, Shanti, Om, bien sûr que non. Je ne sais même pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est en s'ancrant dans
ces grandes forces et en se rendant compte précisément, comme j'ai essayé de le faire, de la structure qui se met en place. Le point négatif qu'il peut y avoir, c'est au contraire de s'enfermer dans la peur et de se rendre plus insensible encore à ces grandes forces. Et là, c'est l'écroulement total du corps et du mouvement. Quand on a pris conscience de ces 5 corps, alors on comprend qu'ils n'en font qu'un, et que même le corps lui-même n'est qu'un mouvement. Et ce mouvement, on le définit comme tel, le mouvement c'est un flux continu de l'énergie primordiale dans l'existence. L'existence, c'est que la vie et la mort sont ensemble, en perpétuelle mutation. Et tout système de domination, qu'il soit libéral ou autre, va casser ce mouvement, va le séquencer déjà en vie plus mort, va enlever ses liens et va mettre à mort le mouvement et donc l'existence. Et ce mouvement, on prend conscience, on ressent la mort dans la vie et la vie dans la mort. On ressent la mort dans la vie et la vie dans la mort. Ça s'appelle la transmission. À partir de là, le sentiment de la mort et de la peur de la mort est très différent. En fait, la peur de la mort baisse, elle revient au réel. Notre rapport à la douleur change. On revient à la douleur réelle. Et cette douleur, au lieu d'essayer de la contrer, de l'éviter en permanence, comme le danger de la nature, on va au contraire l'intégrer à nous. Et elle va nous faire avancer cette douleur. Et entre les deux, nous avons, nous, notre action vers la liberté. C'est là où tout se joue, c'est là où on doit se jouer. Ce que je voulais dire par là, c'était que concrètement, la résistance, c'est résister au corps psychique et à tout système de domination, ici libéral, pour aller vers le mouvement, c'est-à-dire vers l'existence. Le choix qui se pose alors, c'est mouvement ou confinement. Vie confinée et mise à mort, ou vie libérée vers le mouvement. On comprend dès lors que la liberté n'est plus ce concept abstrait et scolaire, mais un mouvement concret de courage qui consiste à aller vers le corps psychique au corps réel, du système de domination à un mouvement libre. Et cela, ça demande à la fois un courage corporel, mais aussi une conscience de tout ce que le système de domination, cette espèce d'araignée étouffante met en place pour pouvoir comprendre et s'en sortir. La liberté est le pont. La liberté, c'est la transition concrète. C'est-à-dire la liberté, c'est avant tout une libération. On comprend maintenant le titre, la liberté ou la mort. Ça veut dire en fait, est-ce qu'on est prêt à apprendre le courage de la liberté et de résister à la mise à mort? La meilleure manière de rencontrer la liberté concrète, de sortir de ce système de la peur, c'est en fait de sortir de sa boîte. C'est de sortir de ces 4 murs. C'est justement de sortir à la fois du confinement de crise d'aujourd'hui, mais sortir du confinement qu'on a depuis des centaines d'années. Et c'est de descendre et de rencontrer les autres, sous tous les aspects, comme on en a dit. Rencontrer la nature, rencontrer soi, rencontrer les autres. C'est ce qu'on a compris avec les gilets jaunes. C'est-à-dire, on sort et on se rencontre. Sans catégorie, avec les conflits que ça peut impliquer. La première chose, c'est donc de se rencontrer, de faire de la planète un rond-point. La démarche libre et courageuse, ça veut dire ça. Ça veut dire on sort avec le courage, bien sûr qu'on va rencontrer de la répression, bien sûr. Mais c'est ensemble qu'on arrivera à se libérer. Comment viennent ces rencontres? Eh bien, ces rencontres, elles viennent de votre propre courage, de votre propre désir de sortir de vos schémas, de sortir des mêmes questions. Mais ça, personne ne va vous l'enseigner. Personne. Même moi, petit énergéticien ici, je n'ai aucune recette pour vous dire comment on prend le mouvement. Ça n'existe pas. Tout ce que j'ai dit là, j'essaye de suggérer quelque chose, de faire naître quelque chose. Mais il n'y a aucune recette. Si on me demande comment on fait pour rejoindre le mouvement, je ne peux pas vous le dire. Un jour, on m'a dit, quel est le but du mouvement? Eh bien, j'ai dit, le but du mouvement, c'est le mouvement. Parce que le mouvement, il n'a pas de but d'autre que le mouvement. C'est là où il y a quelque chose chez nous, chez chacun qui est au-delà des mots, qui doit se tourner. Et que mes mots ne pourront jamais suffire
à dire. Et si je le disais, alors à ce moment-là, je vous mentirais. Ça me rappelle deux histoires. La première histoire que mon maître d'arts martiaux m'a racontée sur le centre. Dans le combat, on essaye toujours de trouver le centre. Et un jour, il m'a dit, en fait, le centre, eh ben, c'est l'autre. Le centre, c'est pas toi, le centre, c'est l'autre. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a autour de toi. Donc j'ai commencé à faire l'autre comme centre. Je combattais beaucoup mieux. Je suis revenu chez lui, il m'a dit, ah non, t'as rien compris. En fait, le centre, c'est pas toi, c'est pas l'autre. Le centre, c'est l'espace. Et là, j'ai gagné. Donc quand je recombattais, il y avait moi, l'autre et l'espace, c'est-à-dire le tout. Et alors là, à ce moment-là, quand on combat, on est dans une sorte de danse, c'est-à-dire ça devient une sorte de danse à la vie, à la mort, qu'importe. Mais à ce moment-là, on a compris. On a compris. Je peux vous dire que votre sens de la protection et de la mort change complètement. On est dans le réel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me disait à propos de la liberté et à propos du combat? Il me disait, Tristan, que tu gagnes ou que tu perdes, ce n'est pas important. Il faut que tu combattes. Pour moi, c'est ça. On s'en fout de gagner ou perdre. Il faut y aller. Il faut prendre le mouvement. La deuxième histoire que je veux vous raconter, c'est une petite histoire que j'ai lue à ma fille. En fait, c'est un ours, l'ours Barnabé, qui rentre dans un magasin de jouets. Et tous les jouets, évidemment, sont immobiles, ils sont en bois. Il y a une mouette qui est pendue par un fil comme ça. Et sans faire exprès, il touche la mouette et du coup, le fil se rompt. Et au moment où le fil se rompt, en fait, la mouette se met à vivre. Et elle s'envole pour s'échapper par la fenêtre. Eh bien, pour moi, c'est ça le confinement. Tant qu'on est confiné dans notre tête, tant qu'on est confiné dans nos quatre murs, on est des objets immobiles, des jouets aux mains du corps psychique. Et au moment où on se libère, on reprend vie, on reprend mouvement, on se libère, on s'échappe et on va dehors.